Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à un bal, le bal Marmaille. Après avoir tourné pendant 10 ans avec le bal de l'Afrique enchantée, il remet cela avec la nièce Hortense dans un spectacle qu'il a tout simplement appelé le bal Marmaille. Grand homme de radio, il est avec nous. Soro Solo, comment allez-vous? Tout va bien. Ça va bien. Grand homme, c'est juste 1m83. Oh, c'est déjà énorme. Il y a plus grand que ça. C'est déjà énorme. Ok. Toujours à la radio? On va dire par intermittence aujourd'hui, puisque mon contrat à France Inter, où je suis rentré en 2005, s'est arrêté en août dernier. Oui. Et là, je continue de faire des projets, notamment un projet d'écriture, de production de magazines radiophoniques pour les 6 pays du Sahel. C'était sur la Covid-19. Donc voilà, des coups par coup. Et entre les coups par coup, entre les coups par coup, le bal. Je continue de faire du spectacle sur la scène vivante. Merci beaucoup d'être venu à Afro Night, Soro Solo. Ouais. J'ai pour habitude de dire Soro Solo, Oui. alors que je devais dire Solo Soro. Les deux se valent. Les deux se valent. C'est comme Dupont et Dupont. Je me reproche rien alors. Non, non, pas du Allez, voici le teaser du spectacle dont on va parler. On y va. Après 10 années et plus de 80 000 spectateurs, que devient l'Afrique enchantée? L'Afrique enchantée reste un label. C'est un label que Vladimir Cagnolari, mon complice et mon frère, et moi-même, avons déposé à l'IMP en 2006, quand nous avons proposé le concept de l'émission à France Inter, concept qui consistait C'est parti d'une émission. Voilà, qui consistait donc à raconter les Afriques dans leur diversité à travers la musique. Mais c'est un label qui peut se décliner en merchandising, qui peut se décliner en télé, en spectacle, sur la scène vivante, etc. Voilà, pour résumer, voilà ce qu'est devenu et ce que demeure l'Afrique enchantée. Les spectacles, comme vous le faisiez, vont sûrement revenir un autre jour. Une autre fois. Là encore, ça ne veut pas des opportunités parce qu'on a arrêté l'aventure de bal de l'Afrique enchantée en 2018. Et là, en 2020, le Canada, le festival Nuit d'Afrique, où nous avions été avec le concept du bal de l'Afrique enchantée, nous a demandé de revenir, mais comme du fait de la Covid-19, on a enregistré à Paris, en streaming, et ça a été diffusé pour ouvrir la 35e édition de Nuit d'Afrique à Montréal, au Québec. Il y a de quoi être fier. Hein. Ah ben oui, voilà. Il y a de quoi. Mais de vos performances avec le bal de l'Afrique enchantée, qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Qu'est-ce qui vous est resté? Ce que nous retenons, que ce soit l'émission, que ce soit le bal de l'Afrique enchantée, ce que nous retenons, c'est d'avoir semé une petite graine pour une meilleure connaissance du continent africain qui est malheureusement trop mal connu ici, trop stigmatisé, trop caricaturé. Et comment les Africains eux-mêmes ont perçu et accueilli le bal de l'Afrique enchantée? Les Africains, on doit avouer que ça n'a pas été le plus gros de notre public. Mais les rares Africains, et notamment nos cousins de la Caraïbe et des Amériques, ont énormément apprécié parce qu'ils découvraient des morceaux d'histoire qu'ils ne retrouvaient quasiment dans aucun document pédagogique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est tellement rare que de retrouver ça sur un spectacle que un spectacle vient leur raconter la problématique du paludisme et comment un chanteur a chanté, notamment le Congolais Zao. Voilà, de retrouver la problématique de la colonisation à travers un résistant comme Samori Touré, qui nous a été présenté comme un esclavagiste, un tortionnaire, un dictateur, un djihadiste, etc. etc. Mais de représenter que c'est juste, c'était entre autres un résistant à la pénétration coloniale. Bref, ce sont ces aspects des histoires des Afriques multiples et variées
qui ont retenu l'attention du public. Il y a même un journaliste qui a écrit chez nous, voici un bal où on rentre pour danser et on en repart moins con. Non, on a adoré ça. Ça c'est un bel hommage et c'est un beau compliment. Il est difficile de parler de vous aujourd'hui sans parler de Vladimir. Quels sont vos liens? Ouh là là, il faudrait une émission spéciale. Mais je vais tenter d'être court. Vladimir Cagnolari est un Français caucasien, parce que par les temps qui courent, il vaut mieux préciser tout, que j'ai rencontré, il est venu en Côte d'Ivoire pour un reportage en 2001. Au bout d'une heure de conversation avec ce jeune qui a 25 ans de moins que moi, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Par sa façon son approche de la radio et les idées qu'il nourrissait. Et lui, en retour, il a dit, à l'époque, je faisais le grognon en Côte d'Ivoire, la fameuse émission interactive. Il a dit, dis donc, on dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Afrique, mais non, avec ton émission. Je pense que ça l'a séduit. On s'est dit, mais un jour, toi et moi, il faut qu'on fasse un projet radio. Bref, je fais court. Et puis, quand j'ai dû m'exiler en France en 2003, il m'a accueilli dans sa famille. Et nous avons commencé déjà à proposer, on s'est dit, on va écrire un livre ensemble. Et on commence à écrire ce livre qui raconterait les décennies de la Côte d'Ivoire à travers les musiques. Quand, par exemple, il y a eu la problématique des transports publics en Côte d'Ivoire où on voulait accorder le monopole à la SOTRA, la Société des transports abidjanais, et que Daouda a sorti la chanson Baka, le gouvernement est revenu sur son projet. Rouler. Et rouler. Bref, donc, voilà comment on a commencé à écrire ce bouquin. Puis un été, l'été 2006, un copain de RFI, puisque nous étions tous les deux pigistes à RFI, il nous dit, mais vous devriez aller proposer une émission à France Inter, parce que l'été, ils ont un laboratoire d'essai des nouvelles émissions. Et c'est comme ça que nous débarquons à France Inter l'été 2006. Et c'est comme ça que l'aventure commence avec Vladimir, qui est non seulement un frère, mais un complice dans le travail, dans la production, mais surtout... non, un frère. C'est un monsieur bien. C'est une belle personne. On va maintenant vous retrouver sur la scène du bal Marmaille. Et là, vous parlez de vos origines. Et vous allez jusqu'à être un peu borderline avec l'initiation. Qui est sacrée quand même. Tout à fait. On regarde. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a une tribu qui s'appelle les Senoufo. Moi, je suis Senoufo. Et je suis né dans ce nord de la Côte d'Ivoire, dans cette ville qui s'appelle Korogo. Et tu n'as pas une photo à nous montrer, Solo? Non, la nièce. Tu sais, quand moi j'étais petit, il y a plus de 60 ans, il n'y avait pas beaucoup d'appareils photo, encore moins dans une petite ville d'Afrique. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander à Sophie, qui nous a créé cette vidéo, si elle veut bien te dessiner quand tu étais enfant. Regarde là, ça est là déjà, c'est magique. Je crois que là, on est pas mal, vieux père. Alors dis-moi, est-ce que tu veux bien nous raconter la création du monde? Bien sûr. Chez nous, les Senoufo, le monde a été créé par une femme. Son nom, Koulotcholo, la femme du ciel. On m'a installé dans une cabane, dans la nuit noire, au cœur de la forêt. Les bruits de la nuit et de la forêt me faisaient tellement peur. Les insectes qui bourdonnent, les singes qui crient, les branches mortes des arbres qui tombent. Je devrais endurer tout ça, sans crier de peur. Derrière l'homme de la radio qui nous a, en tout cas, fascinés et inspirés, il y a un grand comédien. Et il y a aussi un conteur. Ah ouais. Bon, je prends. Mais je continue de dire et je répéterai, je demeurerai toujours un imposteur. Parce que je n'ai pas une formation de comédien. C'est vrai, tous mes amis autour de moi, que ce soit Vlad, que ce soit Bindangazolo, qui a vécu en Côte d'Ivoire au village, tous me disent, ouais, Solo, il faut que tu ailles sur la scène. Je dis, non, mais les vieux comme moi ont la mémoire perforée comme une passoire d'Atcheke. Je ne vais jamais retenir mon texte. Et on me dit, non, mais tu sais, c'est une technique, ça s'apprend.
Et puis donc, à force d'insister, Christophe Cagnolari, donc, qui est le grand frère, le frère aîné de Vladimir Cagnolari, qui est musicien, compositeur, arrangeur. On parlera de lui avant la fin de l'émission. Voilà. Et lui, il me dit, mais Solo, écrivons ces morceaux d'histoire que tu nous racontes à travers les repas, les rencontres, etc. Mais c'est une vraie histoire qu'on pourrait compter. Et c'est comme ça que, bon, je me retrouve à devenir comédien. Comédien et bon conteur. L'initiation, ça, oui. c'est des choses, on n'en parle pas. Oui, mais bien sûr. C'est sacré. Il y a le sacré, il y a le secret. Mais je me contente de planter un décor dans le bois sacré. Mais je ne dis pas comment le masque est fabriqué. De quelle toile est-il fait? Quelles sont les fonctions sociales et sacrées du masque? Je dis seulement les valeurs fondamentales qu'on nous enseigne à l'intérieur de l'initiation. Oui. Et le caca. Le caca, Gougargue, je sais que tu voulais absolument qu'on en parle. Oui. Mais ça, c'est encore plus profane. C'est un peu le père fouettard dans la société, ce nous faut, que les mamans brandissaient quand un gamin, il est inconsolable, il est capricieux, il n'arrête pas de pleurer. On dit, tu ne veux pas te taire? On va aller chercher le caca Gongargue. Le masque qui gratte les murs, qui emporte les enfants qui sont capricieux. Alors justement, ce sont des éléments qui ont parfait votre personne, qui vous ont, comme on dit, qui vous ont aidé à grandir. Pourquoi vouloir les raconter? Pourquoi revenir dessus? C'est important pour quelqu'un comme moi qui a eu la chance d'être à cheval justement sur ces Afriques. L'Afrique de l'oralité, l'Afrique de l'école de la vie qui passe par l'initiation, l'Afrique de la campagne. Moi, je suis né à la ville à Korogo, mais le village d'où mes parents sont partis était juste à 20 km. Et je me retrouvais donc tous les étés dans ce village. Et les choses que j'ai apprises oralement, traditionnellement, dans la culture des chants, dans les contes, comment le conte transmettait le savoir, dans l'oralité, ces choses-là n'existent plus aujourd'hui dans la ville. Et l'important pour moi, de quelqu'un comme moi, c'est de pouvoir raconter que moi, mes enfants, sachent ce qui était et qui est en train de disparaître. Une sorte de transmission. Oui. Aujourd'hui, aller dans un village, il nous faut les cycles d'initiation dont je parle, de 7 ans, de 13 ans, de 21 ans, c'est quasiment mort. Mais on a enseigné des valeurs diverses et variées. On pourrait passer 2 heures à les commenter. À quoi répond ce besoin de raconter votre Afrique que vous avez quittée malheureusement depuis plus longtemps? Ouais, ça a fait 19 ans. Exactement 19 ans aujourd'hui. 19 ans. Voilà. Et à quoi c'est important de raconter? Pour me répéter, et l'Afrique n'est pas enseignée dans son entièreté dans les écoles, non seulement occidentales, et encore de plus grave, dans nos États constitués. On est, soi-disant, indépendants depuis 60 ans. Allez donc, présentez-moi aujourd'hui un manuel scolaire qui raconte les savants noirs du bassin du Nil, des pharaons, qui ont enseigné les mathématiques, la trigonométrie, l'architecture. Enfin bref. Allez donc me montrer un manuel, à part les recherches de Cheikh Anta Diop, allez me montrer un manuel qui présente tous les résistants à la pénétration coloniale. Ça, Mori Touré pour la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est bien connu. Mais Tchaka Zulu, on nous le présente comme un dictateur. Tafalawa Balala, la reine Zinga d'Angola, qui nous l'enseigne? Et nous avons besoin de, comment dire, de nous référer à notre passé, de savoir qu'il y a eu des valeurs, et que ces valeurs-là constituent un repère pour nous, pour nos enfants, pour notre descendance, pour nous construire notre avenir, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et non importer on va dire, ce qu'on appelle des propositions de solutions calquées sur le monde occidental. Sur le monde occidental, la scène, elle est beaucoup plus légère. Et puis celle qui la rend légère et agréable aussi, il y a votre talent et il y a la nièce Hortense. Que dire d'elle? La nièce Hortense, c'est la nièce. Elle a exactement l'âge de ma fille aînée Fatim. Et avec Vladimir, quand on a commencé l'aventure de l'Afrique enchantée en 2006, la fille que nous avions récupérée, qui à l'époque travaillait avec Claude Issard de Couleur Tropicale sur RFI, qu'on a repéré qui pourrait vraiment être la troisième pierre du foyer, c'était Hortense. Vous avez dansé, on vous voit sur des photos dansant ensemble et tout ça. C'est comme ça qu'on lui a proposé d'aller à France Inter avec nous. Elle a accepté. Et c'est vraiment c'est une histoire de famille. Voilà, et c'est ensemble que vous faites le bal des Marmailles. Vous avez parlé tout à l'heure de Samori Touré. En quoi ce personnage vous fascine-t-il?
Il me fascine comme tous les leaders contemporains qui m'ont fasciné. Je pense notamment à quelqu'un que Serge Fatou adore, Fela Anikulapo Kuti. Il est toujours là. Lui. Voilà, je constate. Le fils est là, le père est là. On pourra me dire tout ce qu'on voudra, mais parce que le problème ici, dans ce pays-ci, dans le monde occidental, dès que vous évoquez un passé historique de notre relation avec la France, on vous brandit autre chose pour contrecarrer, pour déconstruire ce que vous avancez. Et chaque fois que vous évoquez Samori Touré, oh mais c'était quand même un esclavagiste, non, c'est là. J'ai dit oui. Napoléon, ça a été certainement le plus grand tueur ici en Europe. Ouais. Mais vous continuez 200 ans après à le vénérer. Alors, laissez-nous vénérer ce que nous pensons être des repères pour nous, notre histoire. Et Samori Touré, il me fascine pour avoir osé s'opposer à une puissance qui avait une armée incroyablement forte. Et pendant plus de 15 ans, je pense 20 ans, il a affronté la France. Il a empêché de gagner du terrain tout de suite. Voilà, justement. On va retrouver cette partie de l'histoire sur la scène du bal Marmaille. Quand tu étais enfant, ton pays, la Côte d'Ivoire, appartenait à la France. La France, à une époque, régnait sur un immense territoire à travers le monde. C'est ce qu'on appelle les colonies. Et c'est grâce à ces colonies et aux hommes qui y habitent que la France, d'ailleurs, a bâti une grande partie de sa richesse. Oui, il faut dire que nous, les Sénoufos, nous sommes avant tout un peuple de cultivateurs. On n'avait pas un grand royaume, encore moins d'armée. Et avant l'arrivée des Français, est arrivé sur notre territoire un guerrier de Guinée. Il s'appelait Samori Touré. Kerediara Morila. Kerediara Morila. Samori ni jamana siyamamala. Vakata fasala mosolufe. Mori ni jamana siyamamala. Belle voix, Balou Kantar. Grand monsieur. Hein. Ah ouais, grand monsieur. À quel moment le bal s'ouvre? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Oui. À quel moment le bal s'ouvre? Ben ça, comme c'est un teaser, on a juste fait des extraits de musique. Mais en règle générale, dans chaque séquence, il y a une musique appropriée qui illustre cette séquence. Ouais. Et à la fin, et au moment où on passe la musique, bien sûr, on invite le public à danser. Les enfants, les parents, les images, là, voilà. On les invite à danser. Et donc, ils viennent s'amuser, ils viennent sur la scène avec nous. Il y a un côté didactique, un côté... Voilà, et puis en même temps ludique. Parce que, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on vient pour enseigner un discours de militants, d'activistes, moi, on raconte l'Afrique. Excusez-moi, je suis en train de laisser tomber tous les micros. C'est évident que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. On va vous retrouver tout de suite, mais en attendant, on va voir encore quelque chose de très didactique proposé par Christophe Cagnolari. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche un orchestre? Comment en fait les musiciens font pour jouer tous ensemble? Eh bien, un orchestre, c'est un petit peu comme une maison. Pour que la maison tienne debout, eh bien, elle a besoin de fondations solides. Et chez nous, les fondations, c'est les instruments graves. Et l'instrument le plus grave de tout l'orchestre, eh bien, c'est la grosse caisse. Alors, vous allez voir, j'ai une petite télécommande magique qui me permet de sélectionner les instruments. Alors là, vous entendez Christian qui joue de la batterie. Et là, il joue de la grosse caisse, avec le pied. Et puis, juste à côté de Christian, il y a une grande guitare qui joue des notes graves qu'on appelle la guitare basse. Elle est jouée par Bisou Basse. Ça tombe bien, non? Qu'est-ce que vous avez gardé le rythme, hein? Oui, ben écoutez... Non, vous avez vraiment gardé le rythme. C'est les clichés qui nous collent à la peau. Il faut qu'on les assume. On revient un peu à la partie où Solo Soro dansait. Alors,
Quand est-ce qu'on pourra vous applaudir de nouveau? Parce que là, c'était pendant Africolor. Oui. Quand est-ce qu'on pourra vous applaudir? Bon, en 2022, on revient à Paris, mais pour le moment, nous sommes plutôt en province, notamment à Chambéry, Oui, en à Savoie. Chambéry, oui. Et ça, ce sera le 22 janvier 2022, on y est déjà. Et puis, à la fin du mois de janvier, le 30 janvier, on sera en banlieue parisienne à Massy, au centre culturel Paul B à Massy. Et ce À n'est quel que... moment vous jouez? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le Oui, spectacle. c'est pour ça que justement, on met la programmation des spectacles en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, généralement à partir de 16h, 16 ou heures. plus tard 17h, pour qu'à 19h, 20h, ce soit bouclé, les parents puissent rentrer avec leurs Quels enfants. sont les retours que vous avez eus? Ben, c'est un peu exactement comme le bal de l'Afrique enchantée. Ouais. Mais les retours du public, il y a même, la dernière fois on était à Charenton, en banlieue parisienne, et je tombe sur un père qui me fait: oh, il faut la raconter cette histoire de l'empire colonial. On n'arrête pas de nous dire on va aider l'Afrique alors qu'on a tout pillé en Afrique. Vous voyez, voilà des retours. Nous ne sommes pas à la recherche de compliments ou de reconnaissance, mais nous sommes toujours dans une démarche de raconter les histoires profondes de cette Afrique-là pour mieux la connaître avant d'en parler à la place des Africains et avant d'en parler avec condescendance. Alors justement, Soro, il y a cette histoire importante qui vous concerne, Oui. et à travers vous, c'est notre histoire que Oui. vous racontez, nous, Africains. Et il y a aussi la musique. Oui. Pourquoi avoir voulu jumeler ces deux? Et Parce- puis c'est quoi? Quelle est l'importance de la musique dans la culture africaine? Si vous regardez notre histoire, le continent africain en général, bon, surtout le continent, la région subsaharienne, Oui. vous remarquerez qu'un empire puissant, qui a été mais des plus puissants au XIIIe siècle, c'est l'empire de Sundiata Keïta. Ouais. Et l'empire était géré L'empire avec les mandingue. djélis, les maîtres de la parole, accompagnés toujours d'un instrument de musique. Et quand on se retrouve dans la région malinké, c'est-à-dire vers la Guinée, c'est accompagné des balafons. Donc, présence de la musique À tout moment. dans la gestion de la chose publique. Et plus tard, dans les années 60, son descendant, Modibo Keïta, va initier les semaines de l'art et de la culture, ce qui a permis de faire découvrir des sommités en termes de création musicale. Et regardez la scène internationale aujourd'hui, si vous prenez pour le volume de l'Afrique, ceux les plus présents sont les Mandingues. Ouais. Mori Kanté, Salif Keïta, Sekouba Bambino. Sekouba Bambino, et j'en passe, les Bembea Jazz, bref. Retournez, allons voir nos cousins dans la Caraïbe. Quelle est la chose qui a permis à une petite île de rien du tout de la Caraïbe de se faire connaître à l'échelle internationale? C'est la Jamaïque avec le reggae. Un reggae. Donc, une fois de plus, dans l'Empire, dans le Moyen-Âge, ce qu'on prend ces repères-là, on voit que la musique est omniprésente. Et Vladimir Cagnolari, Christophe Cagnolari et moi-même, et Hortense Vol, nous constatons que l'un des meilleurs outils pour raconter les hommes, leur histoire, leur envie, leur structure sociale, c'est la musique. La musique. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. On rappelle les dates, Soro. Le 22 à Chambéry, en Savoie. Le 30 au centre Paul B à Massy, en banlieue parisienne. Et puis, n'oublions pas, toutes les communes peuvent vous inviter, pourvu qu'il y ait une salle... Mais bien sûr. Voilà. Et puis de toute façon, toutes les informations sont sur le site du bal de l'Afrique enchantée, ou le bal Marmaille, ou sur Internet pour avoir toutes les informations sur les dates, etc. etc. Croyez-moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment à regarder ce Moi spectacle. J'ai rigolé, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. C'était le but. Merci. Merci Voici beaucoup. venu notre face-à-face. Soro Solo, quelle est la chanson qui vous émeut aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un titre particulier qui vous touche? Oui. Fou. Ouais. Mais il y a une Non, tellement je de voudrais choses. un seul. Juste un seul Oui. titre. Bon, comme j'ai déjà évoqué Fela, peut-être que je vais... Et je c'est vais- quel le titre? Mais Fela, une de ces chansons qui me parle vraiment, c'est parce qu'on en souffre encore aujourd'hui, c'est Colonial Mentality. Ouais. Notre mentalité de coloniser. Oui, nous n'arrivons pas à nous affranchir de cette Ça mentalité répond un peu pour nous aussi à- reconstruire. Ça rejoint Redemption Song de Bob Marley aussi. Exactement. De votre Côte d'Ivoire natale, qu'est-ce qui vous manque le plus? Mon village, Poka, dans le nord de la Côte d'Ivoire.
du bal de Marmaille. Quel a été le chapitre le plus difficile à réussir à poser? C'est vraiment le chapitre de notre passé historique avec la France, c'est-à-dire le chapitre de la colonisation où on présente Samori Touré, résistant, et comment traduire ça pour des jeunes personnes sans un discours trop long. Donc on a eu, finalement, c'est sur une proposition de Christophe Cagnolari, on a eu recours à une vidéaste pour construire une petite vidéo qui permettrait de donner quelque chose de concret, de saisissable, et pouvoir comprendre et entendre l'histoire de cette Samori. partie-là, il faut faire très attention pendant le spectacle, il faut bien suivre la partie, parce que c'était difficile à capter. Quelle est votre définition de l'amour? Ma définition de l'amour, c'est d'abord sur la base de la confiance, et puis sur, comment on appelle, où on apprend à connaître l'être aimé qui est en face, et où on apprend à se connaître soi-même pour pouvoir être en osmose avec l'être aimé. Quel est le véritable nom de Solo Soro? À l'état civil, je dois dire, mais originellement, si on devait, mon nom devait se construire selon la tradition sénofo, ce serait Soro Tenena. Tenena, c'est un garçon né le lundi, parce que je suis né un lundi. Mais je suis né à la maternité de Korogo, à un moment où mon père, qui, pour rentrer dans le métier de commerçant, a dû se référer aux commerçants locaux de la ville de Korogo, qui étaient tous des musulmans, qui lui ont imposé de se convertir à l'islam. Et c'est comme ça qu'on l'a emmené, comme on dit dans certaines Bibles, vous devez naître de nouveau, de transformer son nom patronymique Soro par qu'on appelle Koulibaly. Et les mêmes musulmans lui ont dit, quand je suis né, on a consulté le Coran, ton fils est né le même jour que le prophète Salomon. Donc, d'où Suleiman. Donc, à l'état civil aujourd'hui, c'est Koulibaly Suleiman. Et moi, dans ma quête identitaire, à partir de la Côte d'Ivoire, à Radio Côte d'Ivoire, j'ai commencé à imposer le nom Soro, parce que c'est mon véritable nom patronymique. Solo. Merci beaucoup d'être venu. Une phrase, une toute dernière phrase pour qualifier la génération actuelle. Je pense qu'elle est désemparée et nous, les aînés, nos politiques, on ne fait rien pour apaiser cette jeunesse, pour qu'elle apprenne, je me répète toujours, parce que c'est important pour nous. Bob Marley nous l'a dit, Sankara nous l'a dit, le jeune économiste Felwine Sarr nous l'a dit. Il faut qu'on donne les outils à nos enfants, aux générations actuelles, de penser par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Merci beaucoup. Le bal de Marmaille est lancé. Oui. C'est lancé. Alors, soyez tous nombreux à aller les applaudir et surtout à les écouter, à participer à ce spectacle. En tout cas, c'était un spectacle intergénérationnel, voilà. Interculturel, et interculturel. Je suis comme le Christophe qui fait la musique, Hortense qui est une Française caucasienne, pour me répéter, et moi, c'est nous faux. Et dans le band que vous voyez, il y a des Congolais, des Camerounais, des Français, etc., etc. C'est interethnique. On sera là encore à nouveau pour vous applaudir. Sabir Gaïb, assisté de Léonie. Nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission en compagnie de Charles et de Marie. Et puis, évidemment, Lucie était au son. Bonsoir à tous et à demain.